rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Géraud-Velmont. Épisode 2. Être juif en URSS. Rosa Luxembourg, Léon Goldman, Julius Martov, Arkady Kremer, Lev Kamenev, Alexandre Berkman, Yakov Sverdlov, Samuel Schwarzbach, Alexandre Shapiro, Maxim Olga Ludwig, Mossei Uritsky, Anatole Gorelik, Gustav Landauer, Pavel Axelrod. En 1917, ils sont des millions à participer à la Révolution. Avec la Révolution, les Juifs deviennent enfin des citoyens à part entière. Les peuples sont égaux et souverains. Les minorités nationales et les groupes ethniques ont le droit de se développer dans tous les domaines en toute liberté. De la fin du 19e siècle à l'avant-guerre, le nombre des Juifs en Union soviétique oscille entre 2,5 et 5 millions. Après la guerre en 1959, l'URSS est le 3e plus grand foyer juif après les États-Unis et Israël. Les Juifs sont présents dans toutes les grandes régions soviétiques. Ukraine, Bessarabie, Lituanie, Biélorussie. On trouve environ 1000 synagogues sur tout le territoire. Pleinement intégrés à la société, ils sont présents dans toutes les sphères professionnelles du pays. Ils sont paysans, ouvriers, ingénieurs, mathématiciens, artistes, écrivains et évidemment cadres du Parti communiste. Le yiddish se déploie dans toutes les communautés juives et devient le cœur de la culture juive soviétique. La place rouge était vide, devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, La plage rouge était blanche, la neige faisait un tapis et moi, je suivais par ce froid dimanche. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un bon chocolat. Pour comprendre pourquoi de jeunes militants se sont battus pour la libération de ces Juifs, il me fallait creuser un peu plus cette histoire. Quel était le sort des Juifs du RSS et comment sont-ils devenus des parias ? Alors, c'est une histoire très complexe. Parce que d'une part, des Juifs ont participé à la Révolution, ils ont été acteurs de la Révolution. Il y a une surreprésentation des Juifs dans les mouvements, on va dire révolutionnaires. C'est les cadets, c'est les sociodémocrates, c'est les mencheviks, c'est les bolcheviks. Faut dire ce qui est. Après la période du tsar, l'avènement du régime communiste, là je parle juste après la Révolution d'octobre, sous Lénine, c'est une condition, c'est une libération. Denis Charbit est professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, à Ranana. Grand spécialiste du sionisme et de l'État d'Israël, il connaît bien le monde russophone. C'est une libération, comparable à d'autres mouvements d'émancipation, comme la Révolution française, 1791, voilà. C'est l'abolition de toutes les discriminations, de toutes les restrictions, c'est la proscription de l'antisémitisme, etc. Voilà. Tout commence bien, en quelque sorte. Il y a une grande créativité culturelle, artistique, à cette période-là, le yiddish. Alors c'est vrai que c'est en fait beaucoup de bundistes qui rejoignent la Révolution. Ils laissent un peu de côté la revendication nationale, nationalitaire qui était la leur. Et puis, on va dire de manière assez inévitable, ça commence à se gâter après la mort de Lénine et l'accession de Staline, qui n'a pas le même regard que pouvait avoir. Et puis se méfie. Voilà, c'est le mégalomane qui commence à se méfier, etc. Et qui voit ces Juifs qui sont alors à la fois une nationalité et en même temps une religion, mais la religion est
proscrits, etc. Et qui va commencer une politique de purge. Et dans ces purges-là, clairement, les Juifs vont être les premiers à écoper. Il faut dire ce qui est. Ils ont été les premières victimes désignées. Les procès contre les Juifs se multiplient. Ils sont accusés de crimes économiques. Évidemment, on ne les attaque jamais officiellement parce qu'ils sont juifs. Pour autant, la plupart des accusés des célèbres procès des années 50 sont bel et bien juifs. À l'hiver 1953, une nouvelle affaire d'antisémitisme vient conclure cette période de terreur et ravive la peur des Juifs du monde entier. En janvier, Staline et son entourage accusent des médecins d'avoir tenté d'assassiner de hauts dirigeants du régime. 9 médecins sont accusés de terrorisme. Parmi eux, 7 sont juifs. On les croit affiliés à une organisation internationale juive et bourgeoise. Un mois avant le début de ces accusations, Staline déclarait « Tout juif est un ennemi potentiel à la solde des États-Unis ». Des centaines de médecins et pharmaciens juifs sont alors victimes de persécutions staliniennes jusqu'à la mort du chef de l'URSS en mars 1953. Finalement, 2 mois après la mort de Staline, le régime avoua que ces accusations étaient mensongères. Après la mort du père des peuples, la situation des Juifs s'améliore un temps. Ils intègrent à nouveau les hautes sphères du parti, sont acceptés à l'université et les théâtres et la littérature yiddish sont réhabilités. Pourtant, la guerre des 6 jours en 1967 rabat les cartes. Israël doit payer sa victoire contre les alliés soviétiques. Les relations diplomatiques entre Israël et les autorités soviétiques sont rompues et les Juifs se voient refuser leur demande de visa. Alors qu'après la Shoah, nous scandions le plus jamais ça, en URSS, on interdisait l'apprentissage de l'hébreu, les objets de prière, la littérature yiddish, et les Juifs se retrouvent à nouveau victimes de leur pays. Après 1953, c'est la période du dégel, c'est Khrouchtchev, et c'est vrai que c'est une période d'accalmie qui va durer le temps que Khrouchtchev reste au pouvoir, donc c'est à peu près un peu moins de 10 ans. Je rappellerai que c'est quand même le Mossad qui a révélé le fameux rapport du 20e congrès du Parti communiste en 1956, dans lequel le Khrouchtchev fait la dénonciation, la fameuse dénonciation du culte de la personnalité de Staline, etc. Alors, je rappelle, dans cette époque-là, Israël n'est pas allié de l'Union soviétique, mais il y a une ambassade à Tel Aviv. Donc, de ce point de vue-là, il y a des liens un peu difficiles. Il y a une rivalité sionisme, communisme, etc. Mais globalement, les choses se tiennent un peu. Elles se tendent de nouveau, bien entendu, en 1956 avec l'opération de Suez, parce que là, mais même là, les soviétiques se mettent, même les alliés des Américains, puisque c'est la France et la Grande-Bretagne qui s'allient à Israël durant cette période-là. Et c'est vrai qu'ils prennent le train en marche et s'allient à l'Égypte, et donc ça va avoir beaucoup de conséquences par la suite. Mais globalement, ça tient à peu près jusqu'en 64, etc. Et puis commence une période de regel, en quelque sorte, après le dégel. Et ça commence curieusement avec une série de caricatures d'un monsieur Kishko qui avait publié un livre qui s'appelait « L'antisémitisme sans phare ». Et c'est le point de départ de campagne violemment antisémite, pas seulement antisioniste, anti-israélienne. Et commence le fameux mouvement en Union soviétique de ce qu'on va appeler les prisonniers de Sion, qui vont tout simplement faire une réclamation. On veut partir pour Israël. Voilà. Noch unser Haus gebänkte schon. Es wird abruhigt und unser Trott mir seinen Don. Von grünem Palmenland bis weißem Land von Schnee. Wir kommen on mit unser Blei, mit unser Weh. Und wo gefallen sie, das spritzt von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen sie, das spritzt von unser Blut. Sprotzen wird dort
Je dirais que pour moi, le point, voilà, pour relier toute cette histoire à une histoire qui est aussi européenne, c'est le tournant qui est constitué par le livre d'Elie Wiesel, hein, Les Juifs du silence, qui a un succès énorme. Hein. Il y a aussi cette métaphore magnifique des Juifs du silence que forge Wiesel et auquel il donne le titre de son livre, qui est le témoignage de Wiesel qui va là-bas, qui discute avec les uns, avec les autres et qui se rend compte qu'il y a une vraie âme juive. Voilà. 1900, c'est un peu moins de 50 ans. Hein, 50 ans de communisme n'ont pas éteint la flamme juive. Et c'est les Juifs. C'est un livre qui est révélateur parce qu'il révèle à l'Europe. Il y a effectivement des centaines de milliers. On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont derrière le rideau de fer. Et puis voilà, c'est plus Staline, donc c'est plus la répression directe, etc. Depuis mon retour, des amis me demandent souvent « Alors, tes impressions, qu'as-tu vu, découvert, qu'as-tu rapporté ?» À tous, je réponds « Des yeux. » Je n'ai vu que des yeux, rien d'autre. Ni usine, ni kolkhoz, ni théâtre, seulement des yeux. Incrédule, il s'étonne. « Quoi ? C'est tout ? » Oui, c'est tout. Et cela suffit. Certes, guidé par l'agence officielle du tourisme, j'ai dû partout admirer les centres d'attraction que l'on montre aux visiteurs des pays capitalistes. Je les ai oubliés. Seuls les yeux ont marqué ma mémoire, et eux seuls continuent à la hanter. J'en ai vu par milliers, partout, dans la rue et dans les hôtels, le tramway et au restaurant, au concert et à la synagogue, surtout à la synagogue, et surtout à l'heure de la prière. Partout où je me rendais, ils s'y trouvaient déjà. Parfois, j'avais l'impression que le pays tout entier en était plein. Qui sait ? Peut-être s'était-il rassemblé là-bas, venant de tous les coins de l'exil, de toutes les annales de la souffrance juive, pour attendre quelqu'un qui doit venir et qui ne vient pas. Des yeux de tout âge et sans âge, de toutes les couleurs, des yeux immenses, profonds, pleins de douceur, d'humilité, des yeux petits, perçants, obstinés, des yeux qui cherchent et d'autres qui ont déjà trouvé. Des yeux qui implorent et d'autres qui relèvent un défi, des yeux qui ressemblent à des blessures et d'autres qui font sourire, rougir ou battre le cœur. Des yeux fatigués et d'autres lancinants, tenaces, lourds de volonté et de survie. Des yeux juifs, éternels, qui expriment l'inexprimable, créent et reflètent une étrange et insaisissable réalité. Ces yeux-là voient loin, très loin, dans le passé aussi bien que dans l'avenir, et bien au-delà. Rien ne leur résiste, rien ne leur échappe. On dirait qu'ils parviennent à déterminer le moment précis où la raison se confond avec ses limites, où le temps devient intemporel. Si seulement ils pouvaient parler, mais ils le font. Impossible de ne pas les entendre, de ne pas capter leur message transmis dans un nouveau langage, par eux inventé. Et lorsqu'on me demande ce que j'ai appris au cours de mon voyage en URSS, je réponds « Une langue inconnue. C'est tout, et cela suffit. » C'est une langue qui s'enseigne aisément. Pour l'acquérir, une leçon suffit. Une visite, une rencontre avec une communauté juive, n'importe où, n'importe quand. À Moscou, à Kiev, à Leningrad, à Tbilissi. De préférence, un jour de Shabbat en période de fête, pendant l'office. Ses yeux parlent partout le même langage secret, racontent la même histoire, qui a la force d'une légende cruelle, 1000 fois entendue et 1000 fois vécue. À travers les récits de Maya, Yaron ou Jacqueline, je rencontre ces juifs du silence, ou plutôt ces juifs du courage, qui risquaient parfois leur vie pour quelques mots d'hébreu. Certains d'entre eux sont mondialement connus. Ida Nudel, Anatoly Sharansky, Yosef Begoun et j'en passe. Tous les juifs de France et d'ailleurs connaissent ces visages. Ils les ont rencontrés à travers leur télé, leurs journaux, la radio. J'ai voulu, moi aussi, rencontrer de ces juifs qui avaient subi cet antisémitisme soviétique. Celles et ceux qui avaient choisi l'exil. C'est vraiment un très mauvais moment, parce que c'est en 1948 que commence cette grande vague d'antisémitisme. Mais à l'époque, on ne disait pas antisémitisme, on disait la lutte contre les cosmopolitismes. Ada est née en Union soviétique en 1948. Elle est née à Birobidjan,
la région autonome juive. Créé en 1928, le Birobidjan est situé à l'extrême sud-est de la Sibérie. Depuis que leur nationalité et leur langue sont reconnues, les autorités soviétiques attribuent un territoire national aux Juifs. Certes, l'espace est grand, 36 000 km² sont attribués aux Juifs, mais bien trop loin des grandes villes pour que les Juifs soviétiques puissent s'y rendre. On y envoie alors les prisonniers et celles et ceux qu'on a réussi à convaincre. Ma mère, elle vient d'Ukraine, d'une ville relativement importante qui s'appelait Vinnytsia, où il y avait beaucoup de Juifs. Malheureusement, la majeure partie de ces Juifs vont faire partie de ce qu'on appelle la Shoah par balle, parce que c'était fait au début de la guerre, mais là-bas, il y avait beaucoup de Juifs. Il y avait même un quartier qui s'appelait la Petite Jérusalem. C'est pour vous donner une idée. Et il y avait des gens très pauvres, il y avait aussi les gens assez riches. Ma mère avait là-bas des cousins qui sont quand même restés. Ils ont survécu parce qu'ils ont pu partir en juin 1941, quand la guerre commence, et ils ont passé toute la guerre en Asie centrale. À l'époque, les officiels de Birobidjan ont décidé de lancer une nouvelle vague de peuplement. Et ils ont envoyé carrément plusieurs représentants dans des villes ukrainiennes où il y avait beaucoup de gens qui sont revenus pour faire de la pub pour qu'ils aillent à Birobidjan. Elle a fait connaissance avec mon père qui est arrivé à Birobidjan après quelques années qu'il a passé dans les camps de concentration de la Kolyma, ce qu'on appelle le goulag. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire de mon père, donc il arrive là et on lui a désigné ces lieux comme son lieu d'exil intérieur. Quand commence cette vague de lutte contre le cosmopolitisme, qu'est-ce qu'il y avait de juifs chez nous à Birobidjan? Il y avait un journal qui s'appelle Birobidjaner Stern, l'étoile de Birobidjan. C'était tout simplement la traduction du journal russe qui s'appelait Birobidjanskaya Zvezda, l'étoile de Birobidjan, d'accord? À cette époque, quand mon père était venu en 1947, il y avait encore le théâtre. Il sera fermé un tout petit peu plus tard. Il n'y avait pas de synagogue, mais en cherchant un tout petit peu, j'ai pu quand même me rendre compte qu'il y avait une petite communauté de croyants qui arrivaient quand même à se réunir dans une maison. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Vous savez, surtout du temps de l'Union soviétique, il y avait dans les documents ce qu'on appelait prapiska. Vous étiez en quelque sorte rattaché à votre lieu d'habitation, que vous étiez juif ou pas juif. À ce niveau-là, ça ne change rien. Et ça veut dire, pour partir, il faut savoir où encore. Donc, il fallait donner une bonne raison. Pour les études, si vous êtes marié avec quelqu'un qui habite à un autre endroit, si vous avez trouvé un autre travail. Je vous ai dit que ma mère avait un frère qui habitait à Kiev. Alors, ensuite, je l'ai connu, il racontait que vraiment, cette famille, ils ont beaucoup souffert à Kiev, parce qu'ils étaient juifs. C'est-à-dire, lui qui était vraiment un très très bon ingénieur, il n'arrivait jamais à obtenir un bon poste, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui lui passait devant. Sa femme qui était prof de piano,
n'arrivaient jamais à obtenir le poste conservatoire. Ils n'avaient jamais pu obtenir un appartement. Moi, j'ai vu leur appartement, c'était presque dans un sous-sol, dans le centre de Kiev. Bon, on voyait les pieds des gens qui marchaient. Mais parce qu'il est juif, les gens devaient vraiment avoir peur. En Union soviétique, je pense que les gens voulaient partir parce que précisément, il y avait beaucoup d'espoir, après la mort de Staline, que le pays va changer. Que le dégel correspondrait à quelque chose. Et ensuite, on a commencé à serrer la vis de plus en plus. Le parcours d'Ada est particulier. Il ne ressemble pas au parcours des réfusniks rencontrés par Maya, Yaron et Jacqueline. Le quotidien à Birobidzjan est bien différent de celui des grandes villes de l'Union soviétique. Son départ n'a pas non plus été un départ d'exil vers Israël. Elle et sa famille passent par la Pologne, pays d'origine de son père, avant d'arriver en France, où la famille de son père s'y est établie depuis quelque temps déjà. Mais Ada est juive. Sa famille a vécu pleinement l'antisémitisme. Elle s'est aussi beaucoup intéressée à cette période de l'histoire. Professeure de russe, elle est investie dans une association qui promeut la ville d'Odessa en Ukraine. Son association s'appelle Les Amis d'Odessa. Elle a écrit de nombreux articles sur les Juifs en URSS ou sur les étrangers qui venaient les voir. Et surtout, elle connaît bien l'histoire de son mari, juif de Moscou, qui a pleinement vécu l'antisémitisme de cette période et qui a, comme de nombreux Juifs, demandé un visa pour Israël, qu'il a obtenu en 1970. En France, la spécialiste du sujet s'appelle Sarah Feinberg. Elle est enseignante-chercheuse en sciences politiques à l'université de Tel Aviv et a écrit sa thèse à Sciences Po Paris. Son livre « Les discriminés, l'antisémitisme soviétique après Staline », sorti en 2014 chez Fayard, est une référence sur le sujet. Dans son livre, Sarah Feinberg tente d'analyser la discrimination raciale envers les Juifs par le prisme d'une matrice raciale. Elle écrit « Il n'est pas question ici d'un racisme d'État au sens strict. Dans notre investigation, il est question d'une politique ethnique où se tapissent des traces de racisme. Les individus se voient réduits, de manière impérative et fixiste, à une appartenance ethnique univoque, officielle, à laquelle est conféré un pouvoir déterminant sur leur parcours, sans que ceux-ci disposent ni de la possibilité de substituer, de renoncer ou de masquer leurs origines ethniques, ni de la liberté de s'exiler dans un pays étranger. » Et c'est l'accusation, bien entendu, de l'espionnage, de la trahison, etc. Donc oui, de lourdes peines. Et puis l'ostracisation à l'école, etc. Non, c'est des campagnes de presse, Pravda, Agence Stas, etc., qui étaient pleines de ces dénonciations-là. Non, on revient, après cette période d'une décennie et demie d'accalmie relative, on revient à la dénonciation. Parce que finalement, comment on les repère ? C'est la délation, c'est la voisine, c'est le voisin, etc. C'est-à-dire, on revient dans une Union soviétique au pire temps du stalinisme. Alors, ça n'a peut-être pas fait autant de nombre, en termes de nombre, peut-être beaucoup moins, mais il suffisait c'est un régime de terreur, c'est-à-dire, on fait craindre le pire, là où on a tout au plus émis le vœu d'aller en Israël et de commencer à s'y former, etc. Pour se sortir de cette situation, les Juifs n'ont qu'une seule solution : quitter l'Union soviétique. Mais comment faire quand son pays ne nous laisse pas le droit d'en sortir ? Quelle possibilité leur reste-t-il après les multiples refus à leur demande de visa ? Ces refus se multiplient, alors même que les accords d'Helsinki, signés en 1975, contraignent l'URSS à autoriser le regroupement familial, c'est-à-dire la possibilité de quitter le territoire soviétique pour rejoindre de la famille à l'étranger. On pouvait alors croire que le sort des Juifs d'Urs serait fichu. Mais le nouvel État juif, Israël, ne l'entend pas ainsi.
les Juifs, d'où qu'ils viennent, ne doivent plus être en danger. Dès lors, commence un combat d'échelle internationale pour les Juifs du RSS. Merci à Denis Charbit et à Ada Schlaen. Merci également à Lou Cohen, Benjamin Massé, Guillaume, Alix Mardon, Vincent Laine. Réalisation, Victoria Géraud-Velmont. Montage et mixage, Vincent Laine. Prise de son, Guillaume. Voix, Youssef Murciano. Documentation, le Fonds social juif unifié. C'était À la rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Géraud-Velmont.